Mon frère est entré dans mon bureau, a posé une facture universitaire de 16 000 $ sur mon bureau et a dit de payer pour son fils. J'ai souri, découvert la fraude derrière sa fausse facture et répondu qu'il n'obtiendrait pas un centime. J'ai 37 ans et, jusqu'à Noël dernier, ma famille traitait mon compte en banque comme un service d'urgence qu'ils pouvaient appeler sans permission. 2 semaines avant le 25 décembre, mon frère aîné est entré dans le bureau d'inspection où je travaillais, a posé une facture de 16 000 $ sur mon bureau et a tapoté le total avec son doigt. Il a ordonné de couvrir les frais d'université de son fils, dortoir, ordinateur portable, plan de repas. Tout était dû avant janvier. Il n'a pas demandé si je pouvais me le permettre. Il ne s'est même pas assis. Il parlait comme si j'avais manqué un paiement sur une dette que je lui devais. J'ai repoussé la facture. Ce n'était pas possible. Sa mâchoire s'est crispée, mais au lieu de se disputer, il a souri. Il a dit que nous en discuterions à Noël. Ce sourire m'a dérangé plus que la demande. Une semaine plus tard, je suis passé chez mes parents pour rendre un jeu de clés. Avant d'entrer dans la cuisine, j'ai entendu mon frère parler derrière la porte entr'ouverte. Il disait de ne pas s'inquiéter, qu'après le dîner de Noël, elle paierait. Il avait déjà dit à tout le monde qu'elle avait promis. Ma mère a répondu sans hésitation. Bien sûr qu'elle le fera. C'est son rôle. Je suis resté là, tenant la clé si fort que ses dents se sont enfoncées dans ma paume. Il n'espérait pas que j'aide. Il se préparait à me coincer devant toute la famille en utilisant l'avenir de mon neveu comme moyen de pression. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà remarqué quelque chose d'étrange à propos de cette facture de 16 000 $. Le logo de l'université était correct, mais les instructions de paiement ne l'étaient pas. Cette nuit-là, j'ai changé mes plans pour Noël, j'ai appelé l'université directement et j'ai découvert un mensonge bien plus grand que les frais de scolarité. Le 25 décembre, mon frère s'attendait à ce que j'arrive avec un chèque. Au lieu de cela, j'ai apporté des preuves qui lui coûteraient bien plus de 16 000 $. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment. Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyage. Je travaillais comme enquêtrice sur la sécurité des ascenseurs à Pittsburgh, un travail que la plupart des gens ne comprenaient pas jusqu'à ce qu'ils soient coincés entre 2 étages. J'inspectais les pannes mécaniques, je reconstituais les accidents, j'examinais les dossiers d'entretien et je témoignais lorsque les propriétaires tentaient de dissimuler leur négligence. Le travail m'a appris à remarquer les incohérences, les dates modifiées, les signatures manquantes, les chiffres qui semblaient corrects jusqu'à ce que vous les compariez avec les documents originaux. Cette habitude avait sauvé des vies. Elle était sur le point de démasquer mon frère. Mark avait 41 ans, 3 ans de plus que moi, et avait passé la majeure partie de notre enfance à être décrit comme plein de potentiel. Quand il échouait à un cours, maman blâmait le professeur. Quand il a détruit le camion de papa, elle a blâmé la route verglacée même si c'était en juin. Quand j'ai obtenu une bourse, elle m'a félicité en disant « Bien. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'aide à apporter à Mark. » J'ai appris très tôt que la réussite ne me valait aucune protection. Elle ne faisait que me rendre utile. Le schéma nous a suivis à l'âge adulte. Lorsque la première entreprise de Mark a fait faillite, j'ai couvert 2 mois de son hypothèque parce que maman disait qu'Ethan ne devait pas perdre sa maison. Lorsque Mark a eu besoin de soins dentaires, j'ai payé parce qu'il prétendait que son assurance avait expiré. Quand il a voulu réparer sa voiture, j'ai transféré 4 000 $ après qu'il ait promis que c'était la dernière fois. Il ne m'a jamais remboursé. Au lieu de cela, chaque sauvetage est devenu la preuve que je pouvais me permettre le suivant. J'avais fait un sacrifice dont je n'avais jamais parlé à la famille. À 32 ans, on m'a offert un poste de supervision à Denver. Il était accompagné d'un meilleur salaire, d'une équipe plus grande et de la chance d'aider à rédiger les normes de sécurité nationale. 3 jours avant que je ne sois censé accepter, papa a eu un léger accident vasculaire cérébral. Mark a dit qu'il ne pouvait pas aider car son horaire de travail était imprévisible. J'ai donc refusé le transfert et je suis resté à Pittsburgh. Pendant 8 mois, j'ai conduit papa à ses rendez-vous de rééducation avant de me rendre sur les chantiers de construction. Mark est venu lui rendre visite 2 fois. Maman le présentait encore aux membres de la famille comme le fils dévoué qui avait maintenu le moral de tout le monde. Au moment où il m'a apporté la facture des frais de scolarité, j'avais arrêté de prêter de l'argent depuis près d'1 an. Mark le savait. C'est pourquoi sa confiance semblait répétée.
Le matin après que je l'ai entendu parler avec maman, 3 membres de la famille m'ont envoyé des textos. Ma tante a écrit « Tu fais une chose merveilleuse pour Ethan ». Un cousin à qui je parlais à peine a envoyé « 16 000 $, c'est généreux, mais l'éducation est le plus beau des cadeaux ». Marc avait déjà annoncé ma contribution comme un fait. Il avait transformé mon refus en une promesse publique, supposant que l'embarras me forcerait à obéir. Puis Ethan a appelé. Il semblait mal à l'aise. Tante Morgane. Papa dit que je devrais te remercier. Pourquoi? L'argent de l'université. Je n'ai pas accepté de payer quoi que ce soit. Il y a eu une longue pause. Il a dit que tu faisais juste semblant de dire non parce que tu voulais surprendre tout le monde. J'ai fermé la porte de mon bureau. Ethan, est-ce que l'université t'a envoyé une facture de 16 000 $? Non. Mon portail d'aide financière dit que je dois un peu plus de 6 000 $ avant le début du semestre. Ma main s'est glacée autour du téléphone. Es-tu sûr? Oui. J'ai obtenu une bourse de logement le mois dernier. Papa a dit qu'il y avait d'autres coûts, cependant. As-tu choisi un nouvel ordinateur portable? Mon actuel fonctionne. Quel plan de repas as-tu choisi? Le plan de base est déjà inclus dans mon solde. La facture sur mon bureau ressemblait soudain moins à de l'arrogance et plus à de la fraude. J'ai demandé à Ethan de m'envoyer des captures d'écran de son compte étudiant officiel. Il a hésité parce que Marc l'avait averti de ne pas m'embrouiller avec les détails, mais il a finalement accepté. Le solde réel était de 6 240 $. Le document que Marc m'a donné exigeait 16 000 $. Près de 10 000 $ n'avaient rien à voir avec l'éducation d'Ethan. J'ai cherché le numéro de routage imprimé sous les fausses instructions de paiement. Il n'appartenait pas à l'université. Il menait à une coopérative de crédit locale. Le nom du titulaire du compte était caché de la recherche publique, mais l'adresse de la succursale se trouvait à moins d'1 mile du magasin de meubles de Marc. Ce soir-là, Marc m'a envoyé un texto, apporte un chèque de banque à Noël. Rédige-le conformément à la facture. Ne rends pas les choses difficiles pour Ethan. J'ai regardé le message et je me suis demandé combien de fois l'amour avait été utilisé comme un déguisement pour le contrôle. Est-ce que je protégeais ma famille en les secourant? Ou est-ce que je leur apprenais que mes limites pouvaient toujours être achetées avec de la culpabilité? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé le message, imprimé le solde réel de l'université et commencé ma propre enquête. Mon premier appel a été au service des finances de l'université. Comme Ethan était légalement un adulte, il ne pouvait pas divulguer de détails au-delà de ce qu'il m'avait déjà montré. Cependant, ils ont confirmé que les instructions de routage sur la facture de Marc n'étaient pas associées à l'école. Ils ont également confirmé que les ordinateurs portables étaient achetés indépendamment et qu'aucun étudiant ne serait facturé 16 000 $ via un compte de coopérative de crédit privé. J'ai envoyé un message prudent à Ethan. La facture que ton père m'a donnée ne vient pas de ton université. S'il te plaît, ne le confronte pas encore. Vérifie ton compte et dis-moi si des remboursements ou des prêts ont été redirigés. Il a appelé 10 minutes plus tard, chuchotant depuis sa chambre. Son portail d'aide financière montrait qu'un remboursement de prêt étudiant de 4 800 $ avait été déposé 3 semaines plus tôt. Ethan ne l'avait jamais reçu. Le compte de destination se terminait par les 4 mêmes chiffres que le compte imprimé sur la fausse facture de Marc. As-tu autorisé cela? J'ai demandé. Papa m'a aidé à configurer le portail, a-t-il dit. Il m'a dit que le remboursement resterait à l'école. Ma colère est devenue plus froide. Marc n'avait pas simplement gonflé une facture. Il avait redirigé le remboursement du prêt étudiant de son fils et essayait maintenant d'extorquer 16 000 $ supplémentaires. Ethan serait finalement responsable du remboursement d'argent qu'il n'avait jamais vu. J'ai dit à Ethan de changer tous ses mots de passe, d'activer l'authentification à 2 facteurs et de contacter le bureau des fraudes de l'université. J'ai également insisté pour qu'il parle en privé avec un conseiller financier pour étudiants. Il avait peur que le signalement du transfert puisse faire arrêter Marc. Je n'ai pas promis que ce ne serait pas le cas. Je lui ai dit la vérité. Protéger quelqu'un des conséquences de la prise de votre argent ne restaure pas la confiance. Cela ne fait que leur donner le temps d'en prendre plus. Le lendemain, Marc m'a appelé 6 fois. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Les messages ont évolué d'une fausse patience à des menaces. Morgane,
J'ai besoin d'une confirmation. Maman dit que tu crées un stress inutile. Tu mets Ethan dans l'embarras. Tout le monde sera au dîner de Noël, alors nous réglerons cela à ce moment-là. Le dernier message vocal était le plus révélateur. Tu as toujours eu besoin de te sentir importante. Voici ta chance. Paie la facture et sois l'héroïne. J'ai exporté les fichiers audio et les ai ajoutés à un dossier sécurisé. Des années d'enquête sur des accidents m'avaient appris qu'un fait était plus puissant qu'une accusation émotionnelle. J'en ai créé un pour Marc. Il comprenait la fausse facture, la confirmation écrite de l'université, les captures d'écran du portail d'Ethan, la preuve du remboursement redirigé, les messages de Marc et les virements bancaires montrant les 31 700 $ que je lui avais précédemment donnés. Ce total n'incluait pas les repas, les cadeaux, le travail non rémunéré ou la promotion de Denver à laquelle j'avais renoncé. Il ne contenait que des transferts documentés. Les faits n'avaient pas besoin d'exagération. Puis j'ai examiné la fausse facture de plus près. Dans les propriétés du fichier, le nom de l'auteur apparaissait comme Monsieur Hay. Le modèle avait été créé sur un ordinateur enregistré au nom de Héritage Home Interior, l'employeur de Marc. J'ai appelé le magasin en prétendant que je devais vérifier son emploi pour une référence professionnelle. La réceptionniste est devenue silencieuse avant de dire que Marc n'y travaillait plus depuis octobre. Il avait été licencié 2 mois plus tôt. Selon un ancien collègue qui m'a contacté plus tard, Marc avait été renvoyé après que des acomptes de clients aient disparu de 3 comptes de vente. L'entreprise n'avait pas porté plainte parce qu'il avait accepté de rembourser l'argent. Sa première date limite de remboursement était le 27 décembre. Le montant qu'il devait était de 9 460 $. Cela expliquait l'ajout frauduleux à la facture d'université d'Ethan. Marc avait l'intention d'utiliser mon argent pour rembourser son ancien employeur, dissimuler le vol et préserver son image de père qui travaille. Il utilisait l'éducation de son fils comme camouflage. J'ai rencontré Ethan dans un café en face du campus. Il avait l'air épuisé. À 18 ans, il aurait dû s'inquiéter des examens et des colocataires, pas de savoir si son père avait volé de l'argent de prêt en son nom. Il a admis que Marc ouvrait son courrier depuis des années et l'avait récemment pressé de signer plusieurs formulaires d'aide financière en blanc. Je pensais qu'il aidait, a dit Ethan. Il se dit peut-être cela. J'ai répondu, mais l'aide ne nécessite pas de secret. J'ai proposé de payer pour une consultation indépendante avec un conseiller financier pour étudiants et, si nécessaire, un avocat. J'ai fixé une limite claire. Je ne donnerai pas d'argent à Marc ni ne remplacerai tranquillement ce qu'il avait pris. Toute aide passerait directement par des institutions vérifiées et Ethan contrôlerait les décisions. Il a accepté. Avant de partir, il a demandé si je comptais tout révéler au dîner de Noël. Je prévois de donner à ton père une chance de dire la vérité lui-même. Penses-tu qu'il le fera? J'ai pensé à Marc, souriant dans mon bureau, certain que je me rendrai. Non, j'ai dit. Mais je veux que tout le monde voie qu'on lui a donné le choix. Mon instinct premier avait été de sauter Noël. M'éloigner aurait protégé ma paix, mais cela aurait aussi permis à Marc de dire à la famille que j'avais abandonné Ethan. Le silence l'avait protégé pendant des années. Cette fois, je voulais que les choses soient claires. Je n'ai pas préparé d'enveloppe. J'ai créé une présentation numérique privée qui pouvait être ouverte depuis ma tablette. J'ai également apporté une petite mallette verrouillée contenant un objet symbolique, le double des clés de la maison de ville où vivaient Marc et Ethan. La propriété appartenait à mes parents, mais j'avais tranquillement payé presque toutes les factures de réparation majeures pendant 7 ans. Marc l'avait toujours traité comme un logement permanent sans loyer. Papa avait récemment mentionné lui transférer l'acte de propriété. Après que j'ai montré à papa une partie des preuves, ce plan a changé. La clé ne serait pas un cadeau. Ce serait une date limite. Le matin de Noël, Marc a posté une photo de famille en ligne avec la légende « Reconnaissant pour les gens qui se manifestent quand ça compte ». Je n'étais pas sur la photo. Plusieurs membres de la famille ont commenté qu'ils devaient être fiers d'Ethan et chanceux d'avoir une sœur aussi généreuse. Il a réagi à chaque commentaire avec un cœur. À midi, je savais qu'il prévoyait de transformer le dîner en une performance. Tante Linda a appelé et a demandé si elle devait enregistrer la grande surprise de l'université. Marc avait dit à tout le monde que je présentais à Ethan un chèque de 16 000 $ après le dessert. Il avait même demandé à maman de placer une carte à côté de mon assiette pour que je puisse mettre le chèque à l'intérieur.
Je suis arrivé chez mes parents à 17 heures, sans dessert ni cadeau visible. Je portais un costume anthracite parce que je venais directement d'une inspection d'urgence dans un immeuble d'appartement. Marc a ri quand il m'a vu. Tu t'habilles comme si tu allais au tribunal. Peut-être que j'aime être préparé. Son sourire a vacillé une demi-seconde. Ethan évitait mon regard. Maman, dit Anne, m'a embrassé sur la joue et a chuchoté, s'il te plaît, ne gâche pas la soirée. Ton frère a eu une année difficile. Elle ne savait toujours pas qu'il avait été licencié. Papa, Robert savait seulement qu'il y avait un problème avec le compte financier d'Ethan. J'avais retenu toutes les preuves parce que je voulais que Marc parle avant moi. 14 personnes se sont pressées autour de la table. Avant que quiconque ne touche à la nourriture, Marc s'est levé et a tapé sur son verre. Il a remercié maman pour la cuisine, a félicité Ethan d'être le premier petit-fils et à aller à l'université, puis s'est tourné vers moi. Et je veux saluer Morgane, a-t-il dit. Elle a peut-être l'air dure, mais elle sait que la famille passe avant tout. Ce soir, elle s'occupe de la totalité de la facture du printemps d'Ethan. Des applaudissements ont éclaté. Ma tante a levé son téléphone pour enregistrer. Maman m'a regardé avec fierté, comme si mon consentement était un détail sans importance. Ethan fixait son assiette. Marc a tendu la main. Tu peux lui donner le chèque maintenant. Je n'en ai pas apporté. Les applaudissements se sont éteints inégalement. Marc a gloussé. Elle adore le suspense. J'ai dit non quand tu es venu à mon bureau. J'ai dit non encore à travers chaque message que tu as ignoré. Il n'y a jamais eu de chèque. Le visage de maman s'est crispé. Morgane, nous en avons discuté. Non, vous et Marc en avez discuté. On m'a assigné un rôle. Marc s'est penché vers moi. N'humilie pas mon fils parce que tu es en colère contre moi. Ethan a soudainement levé les yeux. Papa, arrête de dire que c'est pour moi. La pièce est devenue silencieuse. La voix de Marc a baissé. Nous en avons parlé. Non, tu as parlé. Tu m'as dit de la remercier pour de l'argent qu'elle n'a jamais promis. Maman a regardé de l'un à l'autre. Ethan, ton père essaie seulement d'aider. Ethan a sorti une impression pliée de sa poche et l'a placée à côté de son assiette. Mon vrai solde est de $6 240. La confiance de Marc s'est fissurée. Cela n'inclut pas tout. Cela inclut le logement et le plan de repas. Ethan a répondu, je n'ai jamais demandé d'ordinateur portable. Tante Linda a lentement baissé son téléphone. L'expression de papa est passée de la confusion à la suspicion. J'ai ouvert la mallette verrouillée et j'ai placé la facture de Marc à côté du relevé officiel. Le document que Marc m'a donné est un faux. Le compte de paiement n'appartient pas à l'université. Marc s'est reculé de la table. Tu as appelé l'école dans notre dos. J'ai vérifié une demande de $16 000. Tu n'avais aucun droit d'enquêter sur moi. J'enquête sur les documents falsifiés pour gagner ma vie. Maman a attrapé la fausse facture comme si la toucher pouvait faire disparaître l'écart. Marc, explique cela. Il a répondu trop vite. C'est un compte de dépôt. L'école l'a recommandé. Non, ils ne l'ont pas fait. Ethan a dit, sa voix tremblait, mais il a continué. Le compte a reçu le remboursement de mon prêt étudiant, $4 800. Je n'ai pas autorisé le transfert. La table a éclaté en questions qui se chevauchaient. Marc a accusé Ethan de mal comprendre le portail. Il m'a accusé d'empoisonner son fils contre lui. Il a prétendu que l'université avait fait une erreur et a promis de régler ça après les vacances. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il soit à court de version. Puis j'ai posé une question. As-tu été licencié de héritage au Monterior en octobre? Son visage s'est vidé. Maman a chuchoté, licencié? Marc m'a foudroyé du regard. Ça ne te regarde pas. L'entreprise a-t-elle exigé $9 460 après la disparition d'un compte de client? Papa s'est levé si vite que sa chaise a heurté le mur. Réponds-lui. La voix de Marc est devenue sèche. J'ai emprunté de l'argent. J'allais le remettre. Des clients? A demandé papa. C'était temporaire. Et le remboursement du prêt d'Ethan? J'ai dit. Marc m'a pointé du doigt.
Tu ne comprends pas ce que ça coûte d'élever un enfant. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, et aucune responsabilité au-delà de toi-même. Tu es assise dans ton appartement cher à juger les gens qui ont de vraies vies. Le voilà. Le mépris sous chaque demande. Mon succès était égoïste quand je le gardais et une ressource familiale quand il en avait besoin. Je comprends exactement ce que tu as prévu, j'ai dit. Tu as ajouté le montant que tu devais à ton employeur au solde universitaire d'Ethan. Tu t'attendais à ce que je vire 16 000 $ sur ton compte. Ensuite, tu prévoyais de rembourser les acomptes clients manquants et de prétendre que tu avais financé le semestre de ton fils. Les yeux de Marc se sont tournés vers les membres de la famille qui le regardaient maintenant avec un dégoût manifeste. Maman s'est couvert la bouche. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il ne l'a pas fait. Le silence n'était pas seulement l'absence de son. C'était le moment où chaque excuse que ma famille avait construite autour de Marc perdait finalement son soutien. Marc s'est ressaisi en devenant furieux. Il a frappé la table avec sa paume, faisant cliqueter les verres. Et alors, si j'ai déplacé le remboursement? C'était pour la famille. Ethan a toujours besoin d'aller à l'école. Je devais protéger mon travail. Et Morgane a plus d'argent qu'elle ne sait quoi en faire. Tu n'as pas protégé ton travail. Papa a dit que tu l'avais perdu. J'aurais tout arrangé si elle m'avait aidé. Cette phrase a retourné plusieurs membres de la famille contre lui d'un coup. Jusque-là, certains avaient semblé mal à l'aise, comme si la vérité pouvait être équilibrée par la politesse des faits. Mais Marc venait d'admettre que son plan dépendait de ma conformité. Tante Linda a demandé, quand tu nous as dit que Morgane s'était portée volontaire, tu savais qu'elle avait refusé. Marc l'a ignoré. Mon cousin Daniel a parlé ensuite. Tu m'as demandé de lui mettre la pression. Tu as dit qu'elle se défilait parce qu'elle voulait de l'attention. Elle rend toujours tout dramatique, a dit Marc. J'ai connecté ma tablette à la télévision dans la pièce voisine. Je n'ai pas montré de détails bancaires privés ni quoi que ce soit sans rapport avec le problème. J'ai affiché une simple chronologie, la date à laquelle Marc a perdu son emploi, la date à laquelle le remboursement d'Ethan a été redirigé, la date à laquelle la fausse facture a été créée et la date à laquelle Marc a exigé mon chèque. À côté de chaque événement se trouvait un document vérifié. Marc s'est précipité vers la télévision, mais papa s'est interposé. « Assieds-toi » a dit papa. C'était la première fois de ma vie que je l'entendais commander Marc sans adoucir les mots. Marc est resté debout. « Vous prenez tous son parti parce qu'elle a fait un diaporama. » « Non, » a dit Ethan. « Nous prenons la vérité au sérieux. » Marc s'est tourné vers lui. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu es un enfant. Je suis assez grand pour devoir le prêt que tu as pris. » La force de cette phrase a atterri plus durement que tout ce que j'avais dit. Ethan n'était plus un bouclier que Marc pouvait tenir entre lui et les conséquences. Il était la personne qui porterait ces conséquences. Maman a commencé à pleurer, mais Ethan ne l'a pas réconfortée. Pendant des années, les larmes de sa grand-mère avaient mis fin à chaque dispute en nous faisant sentir cruels. Cette fois, il est resté assis. J'ai fermé la présentation. Il y a 3 problèmes qui doivent être résolus. Premièrement, le bureau des fraudes de l'université d'Ethan a gelé le compte redirigé et examine le transfert. Deuxièmement, Héritage Aumentorior a été informé que l'argent que Marc leur avait promis pourrait provenir d'un dépôt de prêt étudiant non autorisé. Troisièmement, je ne financerai pas la fausse facture ni ne remplacerai l'argent en privé. Le visage de Marc s'est décomposé. Tu m'as dénoncé à mon employeur. Ancien employeur, ai-je corrigé. Et je n'ai pas déposé de plainte pénale. Ethan a signalé le transfert non autorisé par l'intermédiaire de son université. L'université a contacté l'institution financière. L'enquête a suivi le compte. Tu l'as piégé. Je l'ai aidé à se protéger. Maman s'est tenue à côté de Marc. Morgane, s'il te plaît, arrête ça avant que ça n'aille plus loin. Paie l'école directement. Laisse Marc rendre ce qu'il doit et nous pourrons gérer le reste en famille. C'était exactement comme notre famille avait toujours fonctionné. Marc créait des dégâts. Maman traduisait les dégâts en une demande et je payais pour la réparation afin qu'aucun étranger n'apprenne ce qui s'était passé. Non, j'ai dit, le gérer en famille est la façon dont il a appris que les conséquences étaient facultatives.
L'expression de maman s'est durcie. Alors tu choisis l'argent plutôt que ton frère. Je choisis de ne pas financer la fraude. Elle s'est tournée vers papa pour obtenir du soutien, mais il ne l'a pas donné. Au lieu de cela, il a pris un dossier dans une armoire. 3 jours plus tôt, après que je lui ai montré la fausse facture, il avait rencontré un avocat en privé. La maison de ville que Marc occupait appartenait à mes parents, et Marc n'avait pas payé de loyer depuis 4 ans. Papa a placé un avis d'occupation formel sur la table. Marc l'a regardé fixement. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as 60 jours pour déménager, a dit papa. Maman a eu le souffle coupé. Elle ne le savait manifestement pas. Papa a continué, la propriété ne te sera pas transférée. Elle sera vendue. Une partie des profits ira dans un fonds d'éducation contrôlé par un fiduciaire indépendant pour Ethan. Tu n'y auras pas accès. Marc a regardé de papa à moi. C'était son idée. Le fonds, oui, a dit papa. L'expulsion, c'était la mienne. Pour la première fois, Marc semblait effrayé plutôt qu'en colère. La maison de ville gratuite lui avait permis de survivre à chaque emploi raté, paiement manqué et achat impulsif. La perdre signifiait qu'il ne pouvait plus maintenir l'apparence qu'il était stable. Maman a attrapé le bras de papa. Tu ne peux pas jeter ton fils dehors. Il a utilisé le prêt de son fils pour rembourser de l'argent qu'il a pris à des clients. Il a fait une erreur. Non, a répondu papa. Une erreur est une seule mauvaise décision. Nous avons passé 20 ans à protéger un schéma. Le visage de maman s'est décomposé, mais papa n'a pas reculé. Marc s'est retourné vers Ethan. Tu vas les laisser me faire ça. Ethan s'est levé. Je reste sur le campus après les vacances d'hiver. J'ai déjà parlé au service du logement. Je ne déménage pas où que tu ailles. La bouche de Marc s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ethan a ensuite retiré une carte de débit de son portefeuille et l'a posée sur la table. C'est lié au compte joint que tu as ouvert quand j'avais 16 ans. J'ai fermé mon accès aujourd'hui. La banque examine les transactions. Quelles transactions ? A demandé maman. Ethan a regardé Marc. Il a aussi utilisé mes dépôts de mon travail d'été. La nouvelle révélation a provoqué une autre vague d'indignation. En 2 ans, Marc avait retiré près de 3000 $ qu'Ethan avait gagnés en travaillant dans une épicerie. Il avait qualifié les retraits de contributions ménagères sans jamais en discuter. Marc a finalement perdu le contrôle. Il a balayé la fausse facture et le relevé officiel par terre. Très bien. Vous voulez tous que je sois le méchant ? Félicitations. Morgane redevient la fille parfaite. Je n'ai pas élevé la voix. Ce n'est pas un concours entre nous. Tu as falsifié une facture, pris l'argent de ton fils et essayé de me forcer à le couvrir. Ce sont tes actions. Tu penses que ta vie est si propre, a-t-il crié. Tu as abandonné cette famille pour ta carrière. L'accusation m'aurait autrefois blessé. Cette nuit-là, elle a révélé à quel point il me connaissait peu. J'avais refusé Denver. J'avais conduit papa à la rééducation. J'avais payé l'hypothèque de Marc et réparé la maison de ville où il vivait gratuitement. Pourtant, il avait réécrit mon indépendance comme un abandon parce que la gratitude l'aurait obligé à reconnaître le coup. J'ai pris la clé de rechange de la maison de ville dans la mallette. J'ai payé pour la chaudière, les réparations du toit et le recablage électrique, j'ai dit. J'ai gardé cette clé parce que chaque urgence devenait ma responsabilité. Plus maintenant. Je l'ai posée à côté de l'avis d'occupation. Marc a regardé la clé comme si c'était une arme. C'est juste une clé, a-t-il dit. Non, j'ai répondu. C'est la dernière de tes responsabilités que je portais encore. Le dîner s'est terminé sans dessert. Marc a exigé que maman le ramène à la maison, mais papa a pris les clés sur le comptoir et lui a dit d'organiser son propre transport. Cela peut sembler une petite conséquence, mais je n'avais jamais vu papa lui refuser quoi que ce soit de si direct. Marc a appelé un service de covoiturage, a pris son manteau et s'est tenu près de la porte d'entrée, attendant que quelqu'un l'arrête. Personne ne l'a fait. Avant de partir, il a regardé Ethan. Quand tout cela s'effondrera, souviens-toi de qui en est la cause. Ethan a répondu, tu m'as dit de ne jamais blâmer les autres pour mes choix. Marc a tressailli. Puis il m'a pointé du doigt.
Elle se retournera contre toi aussi. À la seconde où tu la décevras, elle fera un dossier sur toi. J'ai voulu me défendre, mais Ethan a parlé le premier. Elle m'a montré les documents avant ce soir. Elle m'a dit que je pouvais décider quoi faire. Tu ne m'as jamais donné le choix. Marc a claqué la porte derrière lui. Maman s'est immédiatement effondrée sur une chaise et nous a accusés, papa et moi, d'avoir détruit Noël. Elle a dit que Marc pourrait devenir sans-abri, déprimé ou désespéré. Chaque conséquence future possible a été placée à nos pieds plutôt qu'aux siens. Papa a écouté tranquillement avant de dire, « Diane, nous lui avons appris cela. » Elle l'a regardé fixement. Nous lui avons appris que Morgan réparerait tout ce qu'il cassait. Nous avons appelé cela la loyauté familiale parce que cela sonnait mieux que le favoritisme. Maman a secoué la tête. Je les aimais tous les deux. L'amour n'était pas le problème, j'ai dit. Les règles étaient différentes. Elle m'a regardé avec une expression qui mêlait colère et chagrin. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu te sentais comme ça? Je l'ai fait. Chaque fois que j'ai dit non. Cette réponse a mis fin à la conversation. Je suis parti peu après 20 heures. Les rues étaient presque vides, et pour la première fois ce jour-là, je me suis permis de ressentir ce qui s'était passé. J'avais imaginé la victoire comme un soulagement, mais la vérité était plus lourde. Les limites n'effaçaient pas l'amour. Elles forcent l'amour à exister sans contrôle. Et parfois, la relation ne pouvait pas survivre à ce changement. Marc a envoyé 23 messages avant minuit. Certains étaient des insultes, d'autres des excuses qui se terminaient par une autre demande. Dans l'un, il a écrit « Je suis désolé que tu aies mal compris pourquoi j'avais besoin de l'argent. » Dans un autre, « Si papa vend la maison, Ethan t'en voudra pour toujours. » Le dernier message disait « Prête-moi 10 000 et je disparaîtrai de ta vie. » J'ai bloqué son numéro. L'université a restauré la plupart du remboursement du prêt d'Ethan. Après que la banque a confirmé que le transfert avait été effectué via un compte récemment modifié, le montant restant est devenu une partie du litige formel. Héritage Home Interior a donné à Marc 30 jours pour reprendre le remboursement avant de signaler les dépôts manquants aux forces de l'ordre. Parce qu'Ethan a rapidement documenté le transfert non autorisé, il n'a pas été tenu responsable des fonds que Marc avait déplacés. Papa a donné suite à l'avis concernant la maison de ville. Marc supposait que maman annulerait la décision, mais la propriété était légalement au nom des deux parents, et papa a refusé de la céder. Maman a secrètement offert de l'argent à Marc à partir d'un compte d'épargne. Il en a utilisé une partie pour engager un avocat et le reste pour louer un véhicule cher, affirmant qu'il en avait besoin pour des entretiens d'embauche. Cette décision l'a finalement changé. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé. Elle ne s'est pas excusée au début. Elle a simplement dit qu'il avait dépensé l'argent d'urgence pour une voiture. Je suis désolé. Je pensais que si je l'aidais une dernière fois, il se stabiliserait. Il y a toujours une dernière fois. Elle a commencé à suivre une thérapie avec papa. Ils ont temporairement séparé leur compte personnel parce que papa ne lui faisait plus confiance pour ne pas financer Marc en secret. Leur mariage ne s'est pas effondré, mais il a cessé de prétendre que rien ne s'était passé. Ethan est retourné sur le campus en janvier. Je n'ai pas payé la totalité de ses frais de scolarité. Au lieu de cela, j'ai couvert le coût d'une séance de planification financière indépendante et j'ai contribué directement à une subvention d'urgence de l'université après qu'il en ait fait la demande lui-même. Il a pris un emploi à temps partiel à la bibliothèque, a demandé une aide supplémentaire et a ajusté son plan de logement. J'ai également proposé de verser une partie de ce qu'il gagnait pendant le semestre, à condition que l'argent passe par un compte que lui seul contrôlait. Il n'a jamais agi comme si cela lui était dû. Cette différence était importante. Marc a quitté la maison de ville 3 jours avant la date limite. Papa a découvert des murs endommagés, des factures de services publics impayées et plusieurs meubles achetés dans le magasin où Marc avait travaillé. Certains articles ont été retournés plus tard dans le cadre de son règlement. Sans logement gratuit ni argent de la famille, Marc a emménagé dans une chambre louée à l'autre bout de la ville. Il a trouvé un travail temporaire de chargement de camions de livraison la nuit. Il a dit aux membres de la famille que j'avais orchestré sa chute parce que je détestais le voir heureux. L'histoire a fonctionné sur 2 cousins pendant un certain temps, mais la plupart de la famille avait vu les preuves eux-mêmes. La plus grande conséquence n'était pas la chambre plus petite ou le travail de nuit. C'était la distance d'Ethan.
Ethan a refusé les rencontres privées avec lui jusqu'à ce que Mark participe à une séance de médiation par l'intermédiaire d'un conseiller familial. Lors de la première séance, Mark aurait passé 40 minutes à me blâmer. Ethan est parti avant la fin. 3 mois plus tard, Mark a réessayé et a admis qu'il avait pris le remboursement du prêt. Il l'a toujours décrit comme un emprunt, mais c'était la première fois qu'il reconnaissait l'action sans y attacher mon nom. Je n'ai pas assisté à ces séances. Leur relation n'était pas à moi de la gérer. Pendant des années, j'ai cru qu'être la personne fiable signifiait que je devais maintenir tout le monde ensemble. Noël m'a appris que maintenir les gens ensemble peut devenir une autre façon de les empêcher de se tenir debout par eux-mêmes. En décembre suivant, notre famille était différente. Mes parents ont vendu la maison de ville et ont placé une partie des profits dans un fonds d'éducation restreint pour Ethan. Le fiduciaire payait directement les dépenses universitaires vérifiées. Ni Mark ni moi ne pouvions en retirer. Papa a insisté sur cette structure parce qu'il voulait que l'avenir d'Ethan soit protégé sans faire de moi la nouvelle contrôleuse de sa vie. Maman s'est finalement excusée, mais pas de la manière dramatique que les gens imaginent souvent. Elle est venue à mon appartement un dimanche avec un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des anciens virements bancaires que j'avais fait à marquer une chronologie manuscrite des moments où elle m'avait mise sous pression pour l'aider. Je n'arrêtais pas de penser que tu étais plus forte, donc te demander plus te faisait moins de mal, a-t-elle dit. Je comprends maintenant que la force n'est pas une permission. C'était la première excuse qu'elle a donnée sans demander d'argent, de pardon ou de silence en retour. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que la confiance reviendrait lentement. Elle a accepté que la véritable responsabilité n'exige pas une absolution immédiate de la personne qui a été blessée. Papa et moi nous sommes rapprochés. Il a admis que le fait d'éviter les conflits avait permis au favoritisme de maman de contrôler la famille. Il avait souvent reconnu l'injustice, mais s'était convaincu que garder le silence maintenait la paix. Ce qu'il maintenait en réalité, c'était le schéma. Les conséquences pour Mark ont continué. Héritage Home Interior a exigé une restitution complète en vertu d'un accord légal. Il a évité un procès pénal, mais seulement en acceptant un calendrier de remboursement strict et en signant un aveu de faute financière. Sa réputation professionnelle dans la gestion de la vente au détail local a été endommagée, et il ne pouvait plus se qualifier pour des postes similaires impliquant des comptes clients. Il a travaillé de nuit pendant la majeure partie de l'année, a vendu le véhicule cher et a commencé à rembourser Ethan par de petites mensualités. Il ne s'est pas transformé en un frère parfait. Certains mois, il s'excusait, d'autres mois, il envoyait des messages par l'intermédiaire de parents affirmant que la punition était excessive. Je n'ai pas mesuré ma guérison à ses progrès. Nous nous sommes parlé une fois, 11 mois après Noël. La rencontre a eu lieu dans le bureau d'un conseiller à sa demande. Il avait l'air plus vieux et moins soigné que dans mon souvenir. Pendant les 20 premières minutes, il a expliqué à quel point il avait eu peur après avoir perdu son emploi. Il a dit qu'il croyait que le remplacement des acomptes des clients résoudrait tout avant que quiconque ne le découvre. Pourquoi utiliser le compte universitaire d'Ethan? J'ai demandé. Parce que je pensais que je pourrais le remettre. Et pourquoi créer la fausse facture? Il a baissé les yeux. Parce que je savais que tu ne me donnerais pas d'argent si je te disais la vérité. C'était la phrase la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Tu ne m'as pas demandé de l'aide, j'ai dit. Tu as conçu un piège. Il a hoché la tête. Comprends-tu que je ne te ferai peut-être plus jamais confiance avec l'argent? Oui. Comprends-tu que s'excuser ne restaure pas la relation que nous avions? Après un long silence, il a dit, peut-être que la relation que nous avions ne devrait pas être restaurée. Je n'ai pas tout pardonné ce jour-là, mais j'ai reconnu le début de la responsabilité. Le pardon, quand il vient, ne doit pas effacer les preuves, annuler les limites ou redonner l'accès à quelqu'un qui en a abusé. Il doit libérer la personne blessée du fardeau de porter l'offense chaque jour. L'accès doit toujours être mérité. Ethan a terminé sa première année avec de bonnes notes. Il a changé sa spécialisation de l'administration des affaires au système d'information, en partie parce que l'expérience de la fraude l'a intéressé à la sécurité numérique. Pendant l'été, il a obtenu un stage rémunéré dans le département de cybersécurité d'une banque régionale. Il a plaisanté en disant que son père avait accidentellement inspiré sa carrière. Bien que la tristesse derrière la blague soit restée, j'ai accepté un poste de supervision à Pittsburgh et j'ai commencé à aider à développer des protocoles de sécurité à l'échelle de l'État. Ce n'était pas l'opportunité de Denver à laquelle j'avais renoncé des années plus tôt.
Mais cette fois, j'ai accepté sans demander si ma famille pouvait fonctionner sans moi. C'était le changement le plus profond. J'ai cessé d'organiser mon avenir autour des urgences des autres. En y repensant, le 25 décembre n'a pas été le jour où j'ai détruit ma famille. C'était le jour où j'ai arrêté de financer l'illusion que nous étions en bonne santé. La tromperie de Marc n'a pas commencé avec la fausse facture de l'université. Elle a commencé chaque fois que le reste d'entre nous a supprimé une conséquence, réécrit un de ses échecs ou appelé Morgane parce que Morgane arrangerait les choses. Le soutien familial devrait aider quelqu'un à retrouver son équilibre. Il ne devrait pas exiger qu'une personne reste à genoux pour que tout le monde puisse se tenir sur son dos. Il y a une différence importante entre la générosité et la capitulation. La générosité est librement choisie, clairement définie et respectée. La capitulation est extraite par la honte, la peur ou l'obligation. Le montant de l'argent ne détermine pas de laquelle il s'agit. C'est le consentement qui le fait. Je crois toujours que la famille devrait s'entraider. J'ai aidé Ethan à naviguer dans l'aide financière parce qu'il a demandé honnêtement et a participé à la solution. J'ai écouté quand maman a reconnu son rôle. J'ai assisté à une séance de conseil avec Marc parce qu'il avait commencé à rembourser ce qu'il avait pris. Le soutien n'est devenu possible qu'après que la responsabilité est entrée dans la pièce. Ce que je ne crois plus, c'est que le sang crée une revendication illimitée sur le travail, l'argent ou la paix de quelqu'un. Parfois, la réponse la plus aimante n'est pas un autre sauvetage. Parfois, c'est permettre à une personne de faire l'expérience du poids total des décisions qu'elle a prises. Sans ce poids, elle ne développera peut-être jamais la force de porter sa propre vie. Marc s'attendait à ce que le dîner de Noël prouve que je me rendrais toujours en public. Au lieu de cela, il a révélé ce que l'habilitation privée nous avait coûté à chacun. Il a perdu sa maison, son contrôle financier sur Ethan, la protection automatique de sa famille et le statut professionnel qu'il avait essayé de préserver. Ces conséquences n'étaient pas une vengeance fabriquée par moi. C'étaient des dettes qu'il avait reportées jusqu'à ce que la vérité les recouvre tout en même temps. Ma vengeance était plus simple. J'ai cessé de me porter volontaire pour payer. J'ai cessé de me défendre auprès de personnes déterminées à mal me comprendre. J'ai cessé d'accepter un rôle que je n'avais jamais choisi. Et quand ma famille a finalement compris que Morgane était une personne plutôt qu'une urgence financière, alors la victoire, la paix sans permission. Alors posez-vous cette question. Si quelqu'un ne vous appelle famille que lorsqu'il a besoin d'accéder à ce que vous avez, protège-t-il la relation ou protège-t-il les avantages qu'il en retire? Fixer une limite peut décevoir les personnes qui profitaient de votre absence de limite. Leur colère ne signifie pas que votre limite est mauvaise. L'amour peut ouvrir une porte, mais la responsabilité décide qui est assez sûr pour entrer.